Nous sommes en 1162. Le lieu, les vastes steppes balayées par les vents d'Asie centrale. C'est dans ce monde que naît Temujin, le futur Genghis Khan. Issu d'origine modeste, il unira les tribus mongoles et forgera un empire qui s'étendra de l'océan Pacifique à l'Europe de l'Est. Au XIIe siècle, la steppe mongole était une mosaïque composée d'innombrables tribus, souvent en guerre les unes contre les autres. C'est dans cet environnement instable que Temujin a grandi, marqué par la tragédie et les épreuves, qui ont fait de lui un chef ingénieux, résilient et ambitieux. Yesugei, chef respecté du clan mongol Borjigin, croyait en la formation d'alliances par la diplomatie. Lors d'une mission diplomatique, Yesugei rencontra un groupe de Tatars rivaux qui empoisonnèrent sa nourriture. Alors que Yesugei agonisait, il implora ses partisans de retourner auprès de sa famille et d'assurer sa sécurité. La nouvelle de la mort de Yesugei se répandit rapidement, et les clans rivaux y virent une occasion de s'emparer du pouvoir. Temujin, sa mère et ses frères et sœurs furent abandonnés à leur sort. Les Merkits, un clan puissant et féroce, ont jeté une ombre sur la jeunesse de Temujin. Des années avant la naissance de Temujin, son père avait enlevé Eulun, la mère de Temujin, dans un campement merkite, déclenchant une vendetta. Les Merkits lancèrent une attaque surprise contre la famille de Temujin, kidnappant Börte, la fiancée promise à Temujin. L'enlèvement de Börte fut un coup terrible pour Temujin, attisant son ambition d'unir les tribus mongoles. Il jura de sauver Börte et de faire payer aux Merkits leur traîtrise. L'immensité de la steppe mongole pouvait forger des liens puissants entre ceux qui recherchaient une cause commune. Temujin trouva des alliés en Togril, le khan de la tribu Kereid, et en Jamukha, un chef d'un clan mongol rival. Ces alliances, forgées par un besoin mutuel, allaient s'avérer cruciales dans l'ascension de Temujin au pouvoir. La scène était prête pour une confrontation qui allait mettre à l'épreuve la force de leur alliance nouvellement formée. La campagne pour sauver Börte témoigna de la puissance des alliances. Temujin, avec les forces combinées des Kereid et des partisans de Jamukha, partit affronter les Merkits. Les Merkits furent pris au dépourvu par la rapidité et la férocité de l'assaut allié. Le sauvetage de Börte fut une victoire éclatante qui cimenta les liens de leur alliance. Cette victoire envoya un message clair. Temujin était une force qu'il fallait désormais compter. La mort du frère de Jamukha brisa la paix fragile. Jamukha exigea vengeance, préparant le terrain pour la bataille des 13 côtés. Ce fut un choc d'idéologie. Une bataille pour l'âme de la steppe mongole. Malgré la bravoure de ses guerriers, Temujin subit une cuisante défaite. Pourtant, même dans la défaite, l'esprit de Temujin resta intact. Il n'aurait de cesse d'unir les tribus mongoles et de prendre la place qui lui revenait de droit en tant que khan. Au fil des victoires, la réputation de Temujin, brillant stratège militaire et dirigeant juste, se répandit dans toutes les steppes. Les tribus commencèrent à se rallier à sa bannière. Il les accueillit à bras ouverts, consolidant ainsi sa base de pouvoir. Ses anciens ennemis furent soit écrasés militairement, soit contraints de se soumettre. Temujin n'oublia jamais l'importance du pardon et de la réconciliation. Il savait que la véritable unité ne pouvait être obtenue par la seule force. Son ancien frère de sang, Jamukha,
resta toutefois une épine dans son pied. Mais l'étoile de Temujin était en train de monter. En 1206, lors d'une grande assemblée appelée Kurultai, les représentants de toutes les tribus mongoles se réunirent. Temujin se tint devant l'assemblée. Dans un discours puissant, il leur rappela les épreuves qu'ils avaient endurées. Le Kurultai éclata en applaudissements nourris. Temujin fut proclamé Gengis Khan, le Grand Khan. Un nouveau chapitre de l'histoire mongole s'ouvrait. Et si je vous disais qu'un homme venu des vastes plaines mongoles a réussi à bâtir le plus grand empire terrestre de toute l'histoire, un homme dont la vision, la stratégie et la brutalité ont changé le cours du monde. Oui, je parle de Gengis Khan, mais il ne s'agit pas que de batailles et de sièges. Gengis Khan était aussi un administrateur avisé qui accordait des privilèges uniques à ceux qu'il conquit. Alors, installez-vous bien, parce que vous allez découvrir l'histoire incroyable de l'un des plus grands conquérants de tous les temps, et comment il a non seulement soumis des empires, mais aussi transformé leur économie, leur société et leur foi. Imaginez, Gengis Khan vient d'unifier toutes les tribus mongoles, et, à peine cette tâche accomplie, il tourne son regard vers le royaume des Xia occidentaux. Pourquoi ? Ce petit État contrôle des routes commerciales cruciales pour l'économie de la région. En 1207, il lance une campagne militaire précise et implacable. Mais il ne s'agit pas d'un simple affrontement direct. Gengis Khan préfère harceler l'ennemi, couper ses lignes de ravitaillement et l'affaiblir par des attaques rapides. Finalement, en 1210, les Xia capitulent. Et c'est là que Gengis Khan montre son pragmatisme. Plutôt que de détruire ce territoire, il leur permet de maintenir leurs propres dirigeants, à condition qu'ils paient un tribut. Une forme d'administration indirecte qui assurait stabilité et continuité économique. En échange de leur soumission, les Xia pouvaient continuer à pratiquer leur culture et leurs traditions, illustrant la politique de tolérance de Khan. Le regard de Gengis Khan se porte ensuite vers la dynastie Jin, qui règne sur le nord de la Chine, un territoire extrêmement riche. Plutôt que de frapper directement, les Mongols contournent les armées ennemies et épuisent leurs ressources, avec des tactiques de guérilla. Finalement, ils assiègent les grandes villes, notamment la capitale Zhongdu, qui tombera en 1215. Ce qui est fascinant, c'est que Gengis Khan ne cherche pas à détruire cette société chinoise sophistiquée. Bien au contraire, il laisse en place les administrateurs locaux et permet au peuple de continuer à vivre sous ses coutumes et ses croyances. Pourquoi ? Parce qu'il savait que pour exploiter les ressources d'un territoire, il fallait d'abord garantir la stabilité sociale et économique. Il a même encouragé le commerce et la protection des routes commerciales, permettant aux artisans et aux marchands de prospérer sous sa domination. Mais la campagne la plus célèbre de Gengis Khan commence en 1219. Tout part d'une offense. Le Shah de Khwarezm fait exécuter les émissaires mongols venus établir des relations commerciales. Gengis Khan n'était pas du genre à laisser passer un tel affront. Il lance alors une invasion foudroyante. Divisant ses troupes, il attaque de multiples fronts simultanément, prenant des villes légendaires comme Samarcande et Bukhara. Mais ce n'était pas qu'une simple conquête militaire. Gengis Khan avait compris l'importance des routes commerciales pour son empire. Il réorganise les échanges économiques et protège les marchands en imposant des lois strictes contre le vol et l'attaque de caravanes. Quant à la religion, il laisse une grande liberté aux habitants, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou bouddhistes. Tant qu'ils obéissent et paient leur tribut, ils sont libres de pratiquer leur foi. Cela montre à quel point Gengis Khan était plus intéressé par la stabilité et la richesse que par la domination culturelle. Après avoir conquis l'Asie centrale,
Gengis Khan envoie deux de ses meilleurs généraux, Subotai et Djebe, explorer les territoires à l'ouest. Ils pénètrent jusqu'en Russie, où ils affrontent une coalition de princes russes lors de la célèbre bataille de la rivière Kalka en 1223. Les Mongols feignent une retraite et piègent les Russes, remportant une victoire éclatante. Cette campagne montre encore une fois la stratégie implacable des Mongols, mais elle prépare aussi le terrain pour l'avenir. Là aussi, Gengis Khan utilise la terreur comme arme, mais il offre aux villes qui se soumettent des conditions plus clémentes, comme le commerce garanti, la religion tolérée, et une autonomie locale en échange de loyauté et de tribut, un équilibre entre force brutale et administration tolérante. En 1226, Gengis Khan, bien qu'affaibli par l'âge, se lance une dernière fois en campagne contre les Sia occidentaux, qui se sont rebellés contre son autorité. En pleine campagne, il tombe malade, probablement à cause d'une chute de cheval. Même malade, il continue de mener ses troupes, jusqu'à ce que les Xia disparaissent, en 1227. Il meurt peu de temps après. Malgré sa mort, l'empire qu'il a bâti ne s'effondre pas. Ses successeurs continuent de gouverner avec la même approche pragmatique, la tolérance religieuse, la protection des commerçants et des artisans, et une administration locale maintenue. Cela montre bien que Gengis Khan n'était pas simplement un conquérant, mais un bâtisseur d'empire. Ce qui rend Gengis Khan si fascinant, c'est sa capacité à gérer les peuples conquis. Il n'imposait pas ses coutumes mongoles, mais adaptait son règne à chaque territoire. Religieusement, il laissait les populations pratiquer leur foi. Économiquement, il encourageait le commerce à grande échelle, sécurisant les routes entre l'Europe et l'Asie. Socialement, il laissait les structures locales intactes, tant que l'autorité mongole était respectée. L'héritage de Gengis Khan ne se limite pas à ses conquêtes. Il a créé une ère de stabilité et d'échanges commerciaux, culturels et intellectuels sans précédent, la Pax Mongolica. Si cette histoire vous a fasciné, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour d'autres récits sur les grands bâtisseurs de l'histoire. En conclusion, l'Empire mongol, à son apogée sous les descendants de Gengis Khan, atteignit une superficie colossale de près de 33 millions de km², couvrant la majeure partie de l'Asie, du Moyen-Orient et même une partie de l'Europe. C'est le plus grand empire terrestre de tous les temps, et cet exploit est en grande partie dû à la vision stratégique de Gengis Khan. Son impact ne se limite pas aux frontières géographiques. Il a profondément bouleversé le monde. Sur le plan militaire, Gengis Khan a révolutionné l'art de la guerre avec des tactiques de mobilité, de feinte et de siège que l'on enseigne encore aujourd'hui. Il a brisé les frontières religieuses, permettant à diverses croyances de coexister sous son règne. Une tolérance qui contraste avec les dogmes de son époque. Socialement et économiquement, il a ouvert les routes commerciales entre l'Est et l'Ouest, facilitant les échanges de biens, d'idées et de technologies. Sa création de la Pax Mongolica a permis une stabilité sans précédent, reliant des civilisations qui n'avaient jamais communiqué à cette échelle. L'influence de Gengis Khan résonne encore dans des domaines aussi variés que la diplomatie, la stratégie militaire et les rapports entre les cultures. Son héritage est celui d'un homme qui a non seulement conquis, mais aussi profondément transformé le monde, et les traces de cet héritage sont encore visibles aujourd'hui. Dans un monde où la globalisation et les échanges sont plus que jamais au cœur de notre société.